Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des cryptos. Et pour ça, on va s'appuyer sur les analyses de Hasher, qui est une vraie référence dans le domaine en France. L'idée, c'est clair, c'est pas de donner des conseils d'investissement, hein. C'est plutôt de décortiquer ensemble la logique, les tendances et bien sûr les pièges de cet écosystème. Et ces contenus sont vraiment parfaits pour ça. Ils couvrent un spectre hyper large. On va de l'histoire quasi mythologique du Bitcoin, avec une anecdote assez folle sur de vraies pièces physiques, jusqu'aux mécanismes de marché très récents et même aux arnaques les plus tordues. Ça donne un prisme génial pour comprendre la complexité et surtout la psychologie de ce monde. Exactement. Et on va commencer par un point de départ très humain, presque philosophique. Comment est-ce qu'on se représente une chose qui est par définition totalement immatérielle? Le Bitcoin, c'est juste du code. Mais notre cerveau, lui, il a besoin d'une image. Et ça nous amène directement à cette histoire fascinante de vraies pièces de monnaie. Le premier paradoxe du Bitcoin, c'est ça. C'est intangible, on ne peut pas le tenir. Du coup, pour le rendre concret, on a tous en tête cette image de la pièce dorée avec un B dessus. D'ailleurs, Hasher rappelle que même ce logo a évolué. Au tout début, en 2009, c'était une simple pièce avec BC. Puis, c'est devenu ce B orange qu'on connaît. Il est inspiré du dollar, mais les barres ne le traversent pas, comme pour dire « je suis autre chose ». Et cette envie, ce besoin de matérialisation, a donné une expérience incroyable au tout début de l'aventure Bitcoin. Les Cassasus Coins. On est en 2011. Un type, Mike Caldwell, a l'idée un peu folle de frapper de vraies pièces en métal. Et chaque pièce contenait physiquement une clé privée Bitcoin. L'accès à la valeur était là, dans la pièce, mais caché sous un hologramme inviolable. C'était en fait le tout premier portefeuille froid physique de l'histoire. Attends une seconde. Si la clé privée est physiquement dans la pièce, ça veut dire que le premier qui arrive à l'ouvrir peut tout prendre. Comment est-ce que Caldwell a pu convaincre les gens que lui-même n'avait pas gardé une copie de toutes les clés? C'est le cœur du problème, non? C'est exactement le débat que ça a soulevé à l'époque. Son processus se voulait hyper méticuleux. La clé était générée sur un ordinateur jamais connecté à Internet pour éviter tout piratage. Ensuite, il l'imprimait, l'insérait dans la pièce et il scellait le pouls avec cet hologramme. L'hologramme était conçu pour s'auto-détruire si on essayait de le décoller. Un peu comme un ticket à gratter, quoi. Mais t'as raison, au final, tout ça reposait sur une chose qui va à l'encontre même de la philosophie de Bitcoin. La confiance. Il fallait faire confiance à Mike Caldwell. C'est le paradoxe total du trustless, l'écosystème sans tiers de confiance, qui commence par un acte de foi envers une seule personne. Et cette histoire un peu folle des débuts, elle vient de ressurgir. Hasher en parle dans une vidéo récente, c'est assez spectaculaire. Deux de ces pièces, qui contenaient chacune 1000 bitcoins, viennent de bouger pour la première fois en 12 ans. Oui, et on parle d'une valeur combinée qui a dépassé les 180 millions de dollars au moment où ça s'est passé. Imagine un peu la scène. Ça relance tout le mystère autour de ces objets. Sur les presque 30 000 pièces qui ont été créées et vendues à l'époque, on estime que les 2 tiers sont encore scellées, jamais ouvertes. 180 millions de dollars d'un seul coup, après 12 ans de silence complet. Mais on sait qui les a bougés pourquoi ou pourquoi maintenant. C'est le flou total, et c'est ça qui est fascinant. Ça alimente tous les fantasmes. Est-ce que ce sont des pièces qu'on pensait perdues et que quelqu'un a retrouvées au fond d'un tiroir? Est-ce que c'est le propriétaire d'origine qui a juste attendu le bon moment? Ou, hypothèse encore plus folle, est-ce que ce sont des gens devenus si riches par ailleurs que ces millions ne représentaient plus une urgence? On ne saura probablement jamais. Cette idée de devoir faire confiance à une seule personne, Mike Caldwell, pour un objet qui représente un système trustless, ça me fait penser à la confiance bien plus énorme qu'on place dans nos institutions traditionnelles. Pour l'or, par exemple, on nous dit qu'il y a des milliers de tonnes à Fort Knox, mais qui a vraiment vérifié? C'est une transition parfaite. C'est un point central qu'aborde Assange. Il y a une vraie polémique qui a émergé aux États-Unis parce que la réserve d'or de Fort Knox, qui est quand même le socle de la puissance monétaire américaine, n'a pas fait l'objet d'un audit public complet et transparent depuis 1950. 1950. Ah oui, quand même. Oui, on parle de 4500 tonnes de lingots. Du coup, des rumeurs folles circulent. Certains disent qu'il manque de l'or, d'autres que certains lingots seraient des faux, en tungstène plaqué or. Le problème, c'est que vérifier tout ça est un cauchemar logistique, sécuritaire et financier. Ça prendrait des années et coûterait une fortune. Donc en fait, l'avantage du Bitcoin, ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas le créer à l'infini comme une monnaie classique, c'est qu'on a besoin de faire confiance à personne pour vérifier qu'il existe.
La preuve est accessible à tous, tout le temps. C'est peut-être ça la vraie révolution de l'or numérique. C'est exactement ça. Sa transparence est son avantage compétitif fondamental en tant que réserve de valeur. N'importe qui, avec une connexion Internet, peut vérifier n'importe quel portefeuille ou même la totalité de la masse monétaire en circulation en quelques secondes. C'est la probabilité. Et à ça, tu ajoutes la rareté. Une rareté qui n'est pas supposée à l'être inscrite dans le marbre mathématique de son code. 21 millions. Et pas un de plus, jamais. Mais les sources insistent bien sur un point, la rareté réelle est encore plus forte que ce chiffre de 21 millions. C'est un point crucial et souvent sous-estimé. Oui, sur les 19,5 millions de bitcoins qui ont déjà été créés, on est à plus de 93% du total. Les estimations sérieuses disent qu'au moins 20% sont perdus. Pour toujours. Des clés privées jetées avec un vieux disque dur, ce genre de choses. Exactement. Des mots de passe oubliés. Ensuite, il y a les holders de très long terme. Les données de la blockchain montrent que 14% des bitcoins n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Ça inclut évidemment le fameux portefeuille du créateur Satoshi Nakamoto, avec ses 1,1 million de bitcoins silencieux depuis le premier jour. Donc, quand on additionne tout ça, l'offre qui est vraiment disponible sur les marchés est beaucoup plus faible que ce qu'on imagine. D'accord. On a donc un actif qui est à la fois ultra rare et totalement vérifiable. Voyons comment il se comporte dans le monde réel sur le marché. Asher analyse une reprise assez nette qui a eu lieu en mai 2025. Et ce qui est frappant, c'est que les raisons de cette hausse n'étaient pas internes à la crypto. On dirait que le marché devient adulte. C'est un signe très clair de sa maturation, de son intégration dans la finance globale. La reprise était directement liée à des facteurs macroéconomiques. D'abord, une bonne nouvelle sur l'inflation aux États-Unis, ce qui a tout de suite fait penser à une future baisse des taux d'intérêt de la Fed. En même temps, il y a eu un apaisement de certaines tensions géopolitiques. Et là, la mécanique est simple. Quand les placements sans risque, comme les obligations d'État, rapportent moins, les gros capitaux cherchent du rendement ailleurs. Et ils se tournent vers des actifs plus risqués. Et les cryptos en font maintenant partie. Et dans cette intégration à la finance, on nous a vendu l'arrivée des ETF comme le Saint Graal qui allait tout changer. Mais d'après les sources, la réalité est plus nuancée. L'ETF sur Bitcoin a été un raz de marée, mais celui sur Ether, c'était plus compliqué. Pourquoi cette différence? La nuance est capitale, oui. Pour l'Ether, de très gros fonds d'investissement comme Grayscale, par exemple, étaient déjà sur l'actif depuis des années. Quand l'ETF a été approuvé, ces fonds se sont simplement convertis en ETF. Et ça a provoqué un phénomène technique. Les investisseurs de la première heure ont profité de la liquidité de l'ETF pour prendre leurs bénéfices. Pour vendre. Du coup, une pression vendeuse énorme dès le lancement. Pour le Bitcoin, l'effet de nouveauté était total, il n'y avait pas cette pression qui existait déjà. Et si un jour il y a un ETF sur Solana, par exemple, le problème serait différent. Exactement. Il n'y a pas ces gros fonds préexistants qui créeraient cette pression vendeuse. Le lancement pourrait être beaucoup plus explosif. Mais, et c'est là que chaque cas est unique, l'écosystème Solana, lui, a d'autres défis, notamment des problèmes de fiabilité sur certains de ses protocoles clés. Chaque actif a sa propre histoire, son propre contexte, il n'y a pas de formule magique, quoi. Ce qui nous ramène à la psychologie. C'est un thème sur lequel Asher revient tout le temps. Il raconte lui-même, de manière très transparente, avoir complètement paniqué lors de son premier bull run. Il a vendu à perte, emporté par l'émotion. Et son conseil, qui vient de cette expérience douloureuse, il est simple, mais très dur à appliquer. Une stratégie, ça se définit à froid, quand le marché est calme, presque ennuyeux. On décide de ses objectifs, de ses points d'entrée, de ses points de sortie. Et quand la tempête arrive, que ce soit l'euphorie ou la panique, on s'y tient, de manière quasi mathématique. C'est le seul rempart contre les décisions irrationnelles dictées par la peur ou l'avidité. Et cette rationalité, elle est d'autant plus nécessaire que cet écosystème reste un Far West numérique. Les sources décrivent bien comment les arnaques pullulent, des faux experts sur Telegram aux armées de bots qui poussent des projets sans valeur. C'est un terrain de jeu pour l'expérimentation, dans le meilleur, comme dans le pire. Mais il y a une arnaque en particulier que Asher qualifie de brillante, et même de mignonne. C'est un comble de dire ça d'une arnaque. Oui, parce qu'elle est d'une ingéniosité redoutable. Et surtout, elle ne cible pas le débutant. Elle cible la personne déjà un peu compétente et, il faut le dire, un peu malveillante. Le piège est magnifique. Un bot poste un message sur un forum en se faisant passer pour un novice en panique qui dit « Au secours, j'ai posté par erreur ma phrase de récupération, site freeze, et il y a 5 000 $ dessus que je n'arrive pas à bouger. » Ah, je vois.
Et là, le petit malin qui passe par là se dit « Ah, c'est mon jour de chance. Un débutant a fait l'erreur fatale, je vais lui vider son portefeuille en 2 minutes. » Précisément, la cupidité prend le dessus. Cette personne utilise la seed phrase, elle se connecte au portefeuille, elle voit bien les 5 000 $, elle lance la transaction pour tout envoyer sur son propre compte, et là, elle s'aperçoit qu'il manque quelques centimes de la crypto native du réseau, de l'Ether par exemple, pour payer les frais. Elle se dit, pas de problème, j'envoie 10 $ d'Ether sur ce portefeuille pour débloquer les 5 000. Et là, je sens le piège qui se referme. À la seconde même, à la milliseconde où ces 10 $ arrivent sur le portefeuille piège, un autre bot, le vrai prédateur, les retire instantanément. Le pseudo-pirate a donc perdu ses 10 $ sans jamais pouvoir toucher aux 5 000, il s'est fait prendre à son propre jeu. Asher appelle ça une leçon à 10 $ sur la cupidité. C'est à la fois génial et terrifiant. Ce qui est fou, c'est que l'arnaque repose sur la propre cupidité de la victime. Elle transforme un pirate potentiel en victime. C'est de l'ingénierie sociale pure. Cette créativité est un peu perverse quand même. Absolument. Mais cette même énergie, cette volonté de repenser les choses, ça peut aussi donner des innovations vraiment positives. Et c'est là qu'on voit un projet comme Hyperliquid, qui est un excellent contre-exemple. Explique-nous, en quoi c'est différent? Mais c'est une rupture avec le modèle dominant de ces dernières années. Le modèle classique, c'était quoi? Un projet lève des millions auprès de fonds de capital risque, les VC. Ces VC reçoivent des jetons à un prix ridicule. Et au lancement public, ils les revendent massivement sur les petits porteurs et le cours s'effondre. Hyperliquid a fait l'inverse. Ils ont distribué la quasi-totalité de leurs jetons, près de 70%, directement à la communauté, aux utilisateurs réels de leur plateforme. C'est ce qu'on appelle un fair launch, un lancement équitable. Et l'impact, c'est que les utilisateurs de la première heure sont aussi les propriétaires du projet en quelque sorte. Ça doit tout changer. Ça change tout. Ça crée un alignement d'intérêts parfait. Un sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort. La communauté est incitée à utiliser le protocole, à le défendre, à le faire connaître. Ça a créé un engouement et une fidélité sans précédent. C'est un modèle qui place l'utilisateur au centre et qui pourrait bien devenir le nouveau standard. Quand on met tout ça bout à bout, ce qui ressort, c'est l'image d'un écosystème en pleine ébullition. Un lieu où la psychologie humaine la plus primaire, la peur, la cupidité, l'envie de créer, rencontre une technologie de pointe et des dynamiques financières mondiales. Le cocktail est, pour le moins, explosif. Et pour naviguer là-dedans, il faut une curiosité constante. Il faut être capable de comprendre les bases techniques d'un projet, de savoir lire les grands signaux macroéconomiques, mais aussi et surtout de développer une discipline de faire pour garder la tête froide. C'est un exercice vraiment multidimensionnel. Pour conclure, il y a une dernière chose dans les sources qui, pour moi, est une parfaite métaphore de toute cette évolution. C'est le parcours de Asher lui-même. Il a commencé il y a des années avec des tutos filmés dans son garage pour expliquer comment monter un ordinateur de minage. Son entreprise s'appelait Just Mining. Aujourd'hui, elle s'appelle Meria. C'est une entité régulée, enregistrée auprès des autorités, qui offre des services financiers complexes pour les entreprises et les institutionnels. C'est le résumé parfait. On passe d'un Far West de passionnés, de pionniers un peu geeks, à une nouvelle frontière de la finance qui se structure, qui se professionnalise. La question qui reste ouverte, et c'est une bonne chose de finir là-dessus, c'est quelle sera la prochaine étape de cette maturation? Et surtout, quel niveau de connaissance, de prudence et d'adaptation est-ce que ça demandera à ceux qui choisissent de continuer à l'explorer?